et Julie étaient un couple américain vivant en Floride avec leur petite fille de 5 ans. Tous les trois formaient une très jolie famille et étaient quasiment inséparables. Leur vie semblait alors se dérouler à merveille sans presque aucune ombre au tableau, mais malheureusement, un matin de l'année 2005, Tia, leur petite fille, va se réveiller, va pénétrer dans la chambre de ses parents et va se retrouver face à une scène qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de la famille Erlund, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire qui est vraiment très triste. C'est une affaire qui est résolue, mais qui vraiment est totalement folle. Je pense que cette affaire va vous toucher tout autant que moi, elle m'a touchée en l'écrivant. Le fait qu'on va parler ici d'une petite fille de 5 ans rend effectivement cette histoire encore plus atroce, encore plus horrible. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça prend 2 minutes, ça m'aide tellement, donc merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram si vous en avez envie, si vous voulez qu'on discute, si vous voulez suivre un peu plus ma vie au quotidien. Voilà, n'hésitez pas. À présent, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Notre histoire commence au début des années 90 aux États-Unis, dans l'état de la Floride, dans la ville de Daytona Beach. Julie Morgan était une jeune femme dans la vingtaine et par une journée ensoleillée, eh bien, elle avait décidé d'aller nager. Pendant son après-midi, elle avait parlé avec le maître nageur de la plage qui s'appelait Ene Erlund et qui avait 2 ans de moins qu'elle. Au final, les deux ont discuté pendant un long moment cet après-midi-là et après ça, ils se sont échangés leurs coordonnées et ont décidé de se revoir. En soi, beaucoup disent que ce fut le coup de foudre entre eux deux. Ils partageaient la même passion pour la vie et le surf et ils adoraient donc aller à la plage ensemble dès qu'ils en avaient l'occasion. D'ailleurs, cette passion commune va les pousser à déménager ensemble aux îles Vierges puisque là-bas, il y avait des vagues parfaites pour le surf et surtout des plages magnifiques. C'était pour eux un véritable rêve de s'installer là-bas et ils le réalisaient à deux. D'ailleurs, une fois sur place, eh bien, le couple a décidé de se marier. Ils y sont ensuite restés un certain temps, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la Floride a tout de même commencé à leur manquer. C'est vrai qu'il y avait toute leur famille qui vivait là-bas, et donc ils ont décidé de réemménager en Floride. Là-bas, ils avaient alors acheté une petite maison et d'ailleurs, leur maison était vraiment à leur image. Elle était jaune vif avec des boiseries vert citron et il y avait une petite porte d'entrée qui était rose. C'est d'ailleurs dans cette maison qu'en 2000, le couple va donner naissance à leur petite fille qu'ils ont appelée Tia Sky. À ce moment-là, Tia était alors devenue le centre de leur vie. En fait, dès qu'ils ont eu Tia, leurs préoccupations ne tournaient plus qu'autour d'elle. Ils faisaient tout pour lui offrir la plus belle vie possible et pour qu'elle puisse s'épanouir autant qu'elle le voulait. En soi, c'était vraiment une très belle famille et les trois étaient inséparables. On les voyait partout ensemble. Au mois de mars 2005, Tia avait à présent 5 ans. Aîné, son père était alors âgé de 29 ans et il venait de commencer un nouvel emploi. Pour ce qui est de Julie, donc sa maman, elle avait à présent 31 ans et elle allait bientôt décrocher son diplôme d'assistante juridique au Daytona State Community College. Elle était censée obtenir son diplôme 2 mois plus tard, au mois de mai 2005, et vraiment elle avait très hâte, surtout qu'elle savait qu'elle allait obtenir son diplôme avec mention. Je précise également qu'en plus de ses études, Julie restait très dévouée à son mari, mais également à sa famille. D'ailleurs, elle prenait souvent Tia avec elle lorsqu'elle se rendait à la bibliothèque pour étudier. Mis à part ça, pour vous parler un peu plus quand même des études de Julie, il faut savoir que c'était une étudiante très sérieuse. Julie avait repris les études assez tard, mais elle voulait tout faire pour se garantir à elle, mais également à sa famille, un très bel avenir. Ses professeurs l'ont d'ailleurs décrit comme une étudiante sérieuse, assez extravertie, mais également toujours prête à aider ses camarades.
D'ailleurs, la meilleure amie de Julie, qui s'appelait Michelle Reddick, a expliqué que Julie lui avait confié que c'était son désir profond d'aider les autres qui l'avait poussée à faire des études pour devenir parajuriste. En soi, Julie ressentait réellement en elle le besoin d'apporter du soutien aux personnes en difficulté et qui avaient besoin d'une assistance juridique. Donc on peut s'en douter, mais Julie avait très hâte d'être au mois de mai pour pouvoir recevoir son diplôme et enfin pouvoir exercer son métier. Malheureusement, Julie ne réalisera jamais son rêve et n'obtiendra jamais son diplôme. Pour comprendre, on va alors se plonger dans la journée du 28 mars 2005. Aux premières heures de la journée, le 911 va recevoir un appel très troublant. C'est une répartitrice du nom de Donna Choufani qui va répondre au téléphone et elle va alors entendre la voix d'une petite fille de 5 ans qui lui expliquait qu'elle avait trouvé ses 2 parents allongés sur le sol et couverts de sang. Cette petite fille, c'était donc Tia. Elle s'était levée ce matin-là et avait alors retrouvé ses parents au sol. Elle savait que quelque chose de grave se passait et elle avait alors suivi les consignes que sa maman lui avait données en cas d'urgence. Du haut de ses 5 ans, Tia était alors restée calme et avait pris le téléphone fixe de la maison pour appeler les secours. Pour que vous vous rendiez compte du calme qu'elle avait et à quel point elle a géré cette situation presque en tant qu'adulte, je vais vous mettre un extrait de cette conversation qu'il y a eu entre Tia et la répartitrice du 911. 911, where's your emergency? Hello. Hello. Is everything okay? My mommy and daddy. Uh-huh. I think there's a bullet on the floor. There's a what? And there's blood coming out of my dad's mouth, and he fell off the bed. He did. Where's Mommy at? I don't know. I think they're dead. What do you mean, sweetheart? I don't know. Okay, your daddy's on the floor. How old are you? I'm 5 years old, and I have a dog in the house. Okay, baby, okay. And Let me get somebody right over to you. Did you go in your mommy and daddy's room? and there's blood. All over the place? Not all over. There's blood on the plant and blood on the floor. C'est important de le souligner, mais comme vous avez pu l'entendre, c'est vraiment incroyable à quel point Tia a réussi à garder son sang-froid. Donna, la répartitrice du 911, dira d'ailleurs plus tard qu'elle avait réellement été stupéfaite par l'intelligence et le courage de Tia. D'ailleurs, plus tard, dans une interview, Donna expliquera que pour elle aussi, ça avait été une situation vraiment difficile à gérer. En décrochant le téléphone ce matin-là, elle s'attendait pas à entendre la voix d'une si petite fille, d'une fille de 5 ans, et d'ailleurs elle parlera de Tia en disant « Ce pauvre bébé s'est réveillé dans un véritable cauchemar, et la seule personne dont elle avait besoin, c'était sa maman. » Mais donc pour en revenir aux faits, Donna, la répartitrice, avait donc immédiatement appelé une patrouille de police ainsi qu'une ambulance sur les lieux. En attendant leur arrivée, elle avait alors essayé d'éloigner doucement Tia de la scène de crime. Par rapport à ça, Donna dira « Elle voyait quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Je savais que c'était un spectacle qu'elle verrait chaque fois qu'elle fermerait les yeux, et ce, pour le restant de ses jours. » Mais ce n'est pas tout parce que Donna s'inquiétait aussi quand même pour la sécurité de Tia. En soi, quelqu'un semblait avoir pénétré dans la maison, s'en être pris à ses parents, et on ne savait pas vraiment si cette personne était toujours là à l'intérieur. On se dit que si le coupable s'en était déjà pris à 2 personnes, il était fort possible qu'il s'en prenne à son tour à Tia. C'est donc pour ça que Donna lui a posé pas mal de questions, mais Tia avait l'air de dire que non, il n'y avait plus personne à la maison, que c'était vide, et qu'en soi, elle n'avait entendu ou vu personne. Au final, après quelques longues minutes, la police est arrivée sur les lieux et Tia a pu raccrocher. L'adjoint Brian Williams a été le premier à arriver sur les lieux. C'est donc lui qui avait directement pris en charge Tia. Il l'avait pris dans ses bras et l'avait ensuite placée dans sa voiture de patrouille où elle avait alors attendu assise en silence pendant près d'1 heure. L'agent Brian Williams déclarera d'ailleurs plus tard « J'étais tellement désolée pour elle, elle n'a pas pleuré, mais j'avais envie de pleurer pour elle. » En tout cas, après ça, d'autres policiers l'ont rejoint et ils étaient alors entrés dans la maison. Ils étaient montés à l'étage et c'est là que les agents se sont retrouvés face à une scène d'une horreur absolue. Julie, la mère de famille, se trouvait dans la chambre principale. Elle était malheureusement déjà morte, gisant dans une mare de sang. À côté d'elle se trouvait Aîné, son mari,
qui lui était toujours en vie mais inconscient. D'ailleurs, la police ne savait pas s'il resterait encore en vie très longtemps. Au final, l'ambulance est arrivée et Aîné a donc été transporté d'urgence à l'hôpital de Daytona Beach, mais malheureusement, je vous le dis d'ores et déjà, malgré les efforts acharnés des médecins pour le soigner, il est malheureusement décédé le lendemain. À présent, nous étions donc dans une affaire de double homicide. Les enquêteurs mis sur l'affaire ont alors commencé à se demander qui avait bien pu faire ça à ce couple qui semblait pourtant avoir une vie en apparence sans problème. Alors dans un premier temps, on a pensé à un vol qui aurait pu mal tourner, mais au final, comme rien n'avait été volé, cette piste a été rayée. On a ensuite pensé à une sorte de vengeance personnelle. Mais à ce moment-là, la question était qui pouvait bien en vouloir à ce couple et pourquoi? Il s'agissait de deux meurtres tellement brutaux que la police a très vite commencé à se dire que le couple devait connaître leur assassin. À partir de là, la plus grosse découverte de cette affaire va alors se faire. En fouillant dans le passé administratif de Julie, donc la mère de famille, les enquêteurs vont découvrir que 2 mois avant le meurtre, Julie s'était rendue à la police afin d'y déposer une demande d'ordonnance restrictive contre un homme de 33 ans qui s'appelait David Edward Johnson. Julie avait alors expliqué que cet homme la harcelait, mais au final, le juge avait rejeté sa demande d'ordonnance restrictive en affirmant qu'il était trop difficile de prouver que David l'harcelait réellement. C'est fou parce que tout ce que demandait Julie, c'était une protection de la police. Elle demandait à ce qu'il y ait un papier, qu'il y ait quelque chose qui empêche cet homme de s'approcher d'elle et de sa famille, mais ça lui a été refusé et elle s'est donc retrouvée toute seule à devoir gérer cette situation. En tout cas, après cette découverte, la police va essayer de fouiller un peu plus dans cette histoire et va essayer de se demander qui était cet homme. Là, on va comprendre que l'histoire entre David Johnson et la famille de Julie commence au mois de novembre 2004. À cette époque, David s'était en fait fait arrêter par la police pour culture de marijuana et possession de stéroïdes. Il avait alors passé un court séjour en prison et à sa sortie, David était tout simplement persuadé que c'était Julie ainsi que son mari qui l'avaient balancé à la police et que son arrestation était donc de leur faute. Alors, je ne sais pas vraiment quel était le lien entre Julie et David. Je ne sais pas s'ils se connaissaient depuis longtemps ou non, mais bon, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une fois sorti de prison, David en voulait à mort à Julie et son mari, puisqu'il était persuadé que c'était de leur faute qu'il avait été incarcéré. David s'était alors mis à menacer Julie et Aîné à multiples reprises, et d'ailleurs à chaque fois, les menaces étaient de plus en plus violentes. Pour vous dire, il avait même fini par leur dire qu'il comptait les assassiner. Julie était alors très inquiète et on peut le comprendre, et elle s'était même confiée à ses amis et à sa famille en leur disant que cet homme était tout simplement en train de ruiner sa vie. Julie avait alors décidé de prendre les choses en main et à partir du mois de décembre 2004, elle avait décidé de noter méticuleusement chaque incident qui se produisait. Elle notait à chaque fois que David passait devant chez elle, à chaque fois qu'il l'appelait et à chaque fois qu'il la menaçait. Elle avait en fait un petit cahier qui lui servait à noter tout ce qu'il se passait et à chaque fois elle notait la date et l'heure à laquelle ça arrivait. Elle a fait ça pendant quand même quelques mois et au bout d'un moment, elle s'est dit qu'elle avait un assez gros dossier pour aller le présenter à la police. Je rappelle quand même que Julie faisait des études pour devenir assistante juridique, donc elle s'y connaissait quand même un petit peu. Donc voilà, à un moment donné, elle avait décidé de se rendre à la police pour demander une injonction d'éloignement. C'est vraiment triste parce que quand on sait tout ça, ça me paraît encore plus fou que la police et le juge aient refusé de l'aider. Clairement, Julie avait peur pour sa famille, cet homme paraissait de plus en plus en colère et les forces de l'ordre ne semblaient absolument pas la prendre au sérieux. D'ailleurs, après que sa demande ait été refusée par le juge, Julie avait appelé Michel, donc sa meilleure amie, en pleurs et elle lui avait dit « Si je ne suis pas là la semaine prochaine, c'est pour cette raison et c'est lui qui
qui m'aura tué. Donc voilà, à présent que les enquêteurs avaient fait toutes ces découvertes, ils étaient convaincus que David Johnson était celui qui avait assassiné Julie et son mari, et David était donc devenu le principal suspect dans cette affaire. La police avait alors rapidement réussi à obtenir un mandat d'arrêt. Une équipe s'était donc rendue à son domicile pour procéder à son arrestation, mais malheureusement, à l'arrivée des policiers, il était déjà trop tard. On va se rendre compte que le lundi 28 mars, donc le jour du double homicide, David était rentré à son domicile et il s'était donné la mort. D'ailleurs, à l'arrivée des enquêteurs, David était mort depuis déjà un certain temps. Bon, malgré tout, les enquêteurs vont décider de perquisitionner la maison pour voir ce qu'ils pouvaient y trouver, et sur le frigo, ils vont se rendre compte que David avait gardé plusieurs coupures de journal qui parlait de son arrestation en novembre 2004, donc l'arrestation pour culture de marijuana et possession de stéroïdes. Garder ces coupures de journal, les mettre sur le frigo, montrait qu'il n'était pas passé à autre chose et que vraiment cette arrestation entretenait une haine en lui et donc une haine contre Julie et sa famille, puisqu'il était persuadé que c'était eux qui l'avaient balancé. Mais ce n'est pas tout, puisque les policiers vont également retrouver des documents relatifs à son procès qui devait arriver, donc toujours pour la même affaire. Donc voilà, à présent, on savait bien ce qu'il s'était passé. David avait fini par se venger, il croyait dur comme fer que Julie et son mari étaient à l'origine de son arrestation et il les avait tués par rage. Après ça, ne voulant sûrement pas assumer les conséquences de ses actes, il s'était donné la mort, échappant ainsi à son procès. Alors, vous vous demandez sûrement ce qu'il en est de la petite Tia. Eh bien, après le meurtre de ses deux parents, elle a emménagé chez ses grands-parents qui vivaient en Floride centrale. Heureusement, ses grands-parents ont pu lui offrir un environnement stable et aimant après l'événement le plus traumatisant qu'un enfant pouvait vivre. De plus, la Gulf State Credit Union a offert à Tia et à sa famille une somme d'argent assez conséquente pour les aider à surmonter les difficultés financières qu'ils pourraient traverser. En soi, Tia avait besoin de soins psychologiques, d'une bonne éducation, et tout ça, eh bien, ce n'était pas gratuit. Cet argent a donc permis d'offrir à Tia le nécessaire pour qu'elle puisse petit à petit se reconstruire. Il faut également savoir qu'une grosse partie de la communauté s'est également mobilisée autour de Tia. C'est une affaire tellement horrible que c'est presque impossible de rester de marbre face à ça, et donc toutes les personnes qui connaissaient de près ou de loin Tia et sa famille, ou même les personnes qui habitaient à proximité, ont tous décidé de faire un geste pour essayer d'aider Tia, pour essayer qu'elle se reconstruise et pour que sa famille obtienne justice. D'ailleurs, clairement, il faut savoir que le fait que Tia, une petite fille de 5 ans, se soit retrouvée orpheline du jour au lendemain, eh bien, ça a évidemment fait réagir le public et les médias. Cette histoire a donc énormément été partagée et c'est d'ailleurs pour ça que autant de gens ont offert leur soutien à Tia ainsi qu'à ses proches. Aussi, je voulais vous reparler de Donna, donc la répartitrice du 911, qui avait pris l'appel de Tia au moment du drame. Elle a fortement été félicitée et beaucoup ont tenu à souligner son professionnalisme ainsi que sa compassion lors de cet appel qui ont fait honneur à toute sa profession. Donna a donc reçu quand même pas mal de soutien, pas mal d'applaudissements, mais c'est vrai que toute cette affaire, ça l'a aussi beaucoup atteinte, et même si ça faisait déjà 20 ans qu'elle travaillait en tant que répartitrice du 911, eh bien, quelques mois après cette affaire, elle a décidé de quitter le service. Sinon, pour ce qui est du reste de la famille de Julie et d'Aîné, c'est vrai qu'après les meurtres, ils ont exprimé leur indignation face à l'inaction de la police et du système judiciaire. Ils se disaient que tout ça aurait pu être évité si la police et le juge avaient écouté Julie lorsqu'elle était venue les voir, mais ils ne l'ont pas fait. Le père de Julie ainsi que d'autres membres de la famille ont publiquement critiqué les autorités du comté de Volusia et ont d'ailleurs déclaré dans une lettre envoyée à des journalistes. L'une de ces dernières conversations avec la police a été: que faut-il faire? Doit-il me tuer avant que vous fassiez quoi que ce soit? En tout cas, face à ça, eh bien, le shérif Ben Johnson a tenté de défendre ses enquêteurs en affirmant d'ailleurs qu'ils avaient à l'époque conseillé à David Johnson, donc le tueur, de se tenir à l'écart de Julie et sa famille, mais que malheureusement, légalement, il n'avait pas été capable de faire plus.
Sinon, pour ce qui est du juge qui avait refusé l'injonction d'éloignement, il a tout de même exprimé un profond regret quand il a appris ce qu'il s'est passé. Il parlera d'ailleurs de son choix de refuser cette demande d'injonction d'éloignement et dira « Si j'avais eu plus d'informations, je pense que je l'aurais accordé. Avec le recul, j'aurais aimé procéder différemment. Mais chaque cas est étudié au cas par cas. » Après ça, le juge a quand même précisé que selon lui, même si cette injonction avait été accordée à Julie, il doute que ça aurait réellement empêché David de s'en prendre à sa famille. Il semblait en soi bel et bien décidé, et s'il était capable de commettre un meurtre, ce n'était sûrement pas une petite injonction qui allait l'en empêcher. En tout cas, aujourd'hui, Tia a entre 24 et 25 ans et j'espère de tout cœur qu'elle a réussi à se reconstruire et qu'aujourd'hui elle arrive à mener la meilleure vie possible. Voilà, c'est comme ça que se termine cette très triste affaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que la police aurait pu faire de plus? C'est vrai dans un sens que cette injonction d'éloignement n'aurait peut-être pas empêché David de s'en prendre à la famille, mais d'un autre côté, Julie a été demandée de l'aide à la police et personne ne l'a aidée, et ça, je trouve ça assez grave. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!